nous sommes 1 heure ensemble pour vous apporter des éléments sur les activités de logistique et parler des risques liés à ces activités de logistique. Donc, depuis novembre, avec la CARSAT et Stéphanie Chalet, notre partenaire historique maintenant depuis presque 15 ans, nous proposons ce cycle de webinaires sur des sujets en lien avec la prévention des risques en agroalimentaire. Et aujourd'hui, donc, pour parler des activités d'expédition logistique. Alors, aujourd'hui, alors je ne reviens pas sur les différentes thématiques parce que ces webinaires sont systématiquement enregistrés. Et vous avez donc la possibilité d'aller sur les replays et vous avez aussi la possibilité de télécharger le support de présentation. Donc, je ne redis pas là toutes les thématiques, mais régulièrement, on envoie via notre newsletter les thèmes qui ont été traités, ce qui vous permet d'aller chercher de l'information. Donc, également dans la partie un peu modalité, si vous avez au cours de cette heure des questions, des commentaires à faire, vous pouvez le faire via le chat. Et Stéphanie Chalet, donc, qui le surveille, nous fera ce retour de questions et posera aux intervenants les différents éléments. Voilà, les questions. Ce sujet de la logistique, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a peu traité en agroalimentaire. On est souvent sur les activités de production. Et là, on est sur une activité connexe, mais qui, évidemment, est gérée grandement par les entreprises agroalimentaires. Donc, c'est pour cela qu'on accueille aussi les collègues de Stéphanie Carsat, de la CARSAT Rhône-Alpes, qui vont venir donc vous exposer différentes thématiques autour de cette activité. Donc, Christine Guichard, qui prendra la parole juste après moi. Ensuite, nous avons également Sandrine Gourdin et puis Flora Gadiolet, qui tour à tour vous présenteront quelques sujets. Voilà. Stéphanie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu peux compléter si besoin. Et sinon, je ne prends pas plus de temps parce que l'heure passe vite pour donner la parole à Christine Guichard qui va démarrer les interventions. Merci à vous. Merci. Donc Stéphanie, c'est bon? Il n'y a pas d'autres précisions à apporter? Parfait. On peut commencer. Alors, du coup, donc Christine Guichard, je m'occupe du transport et de la logistique sur la région. Et donc, on a bâti cette intervention aujourd'hui au niveau de différentes thématiques, puisqu'il avait fallu faire des choix. Et ben, si vous avez d'autres sujets qui vous préoccupent sur cette thématique-là, ben, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de la discussion pour voir si on pourrait vous présenter autre chose une prochaine fois. Donc, au niveau de l'activité de la logistique pure, la sinistralité est particulièrement problématique. Là, vous avez en fait un diagramme qui vous fait voir à peu près en indice de fréquence, donc c'est-à-dire le nombre d'accidents pour 1000 salariés, que la logistique, c'est une sinistralité qui est plus importante que dans le BTP en matière de nombre d'accidents du travail. On est de 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale, toute entreprise confondue. Et encore, ce ne sont que des statistiques qui concernent les permanents et pas les intérimaires. Donc, on suppose que c'est au moins multiplié par 2 quand on aborde le sujet des intérimaires. Pour ce qui est des maladies professionnelles, on en a un certain nombre, un peu moins que dans l'agro en proportion, mais quelque chose de relativement important. Alors, si on essaye de regarder les entrepôts, il y a 2 catégories, c'est ceux qui sont frigorifiques et qui vous concernent peut-être plus dans l'agro, quoique. Donc là, on arrive à une sinistralité qui est 3 fois supérieure et qui évolue peu, qui diminue peu depuis un certain nombre d'années. Et si on est sur les entrepôts non frigorifiques, là, on a une petite amélioration qu'on voit apparaître dans le temps, mais elle reste encore modeste par rapport à la sinistralité, toute entreprise confondue. Au niveau des accidents du travail, c'est surtout de la manutention manuelle, c'est aussi des chutes et des manutentions mécaniques qui engendrent ces accidents-là, avec un doublement de la durée des arrêts depuis une vingtaine d'années. Et au niveau des maladies professionnelles, on a 99% de TMS qui étaient répertoriés en 2021. Parmi ces TMS, un peu de lombalgie, mais alors surtout des tableaux 57, c'est-à-dire les membres supérieurs, avec une forte augmentation des pathologies de l'épaule qui conduisent à de la désinsertion professionnelle souvent,
parce que c'est la pathologie la plus invalidante des différentes pathologies des membres supérieurs. Mais donc, nous, notre sujet aujourd'hui, en fait, il va tourner plus autour de la prévention des accidents graves, puisqu'on en a un certain nombre dans ces activités de la logistique. Alors, je vous ai mis quelques photos ou diagrammes. Vous avez en haut à gauche un des phénomènes qui reste prégnant et voire qui augmente dans la profession, c'est les départs intempestifs des camions. Là, en l'occurrence, vous voyez, le chariot est encore en train de continuer à charger et le camion démarre pour autant. Les renversements de chariots sont encore très problématiques, soit pour des problématiques de conduite avec la vitesse et des angles qui sont un peu impromptus, mais également des rétraques pour lesquels les fourches ne sont pas rabaissées. Et je ne parle pas des collisions engin-piéton ou engin-engin. Et puis, au niveau de la zone logistique, une particularité, c'est les collisions donc, de piétons entre les véhicules ou à l'arrière des véhicules. On a eu un certain nombre de cas d'accidents mortels dans la profession qui ont été investigués et de temps en temps, ça continue à arriver. Où le camion est en train de faire la manœuvre et s'il y a quelqu'un à l'arrière, ben, il faut une zone de sécurité de manière à ce qu'il puisse s'en sortir. D'autres accidents graves, alors là, des accidents qui sont moins fréquents à ce jour, c'est les écroulements de rack. Et puis quelque chose qu'on ignorait, qu'on ne voyait pas trop, qu'on n'assimilait pas trop dans la profession, tout ce qui est malaise lors de l'entrée dans les conteneurs avec des gaz de fumigation éventuellement pour traiter les nuisibles. Et là, en l'occurrence, dans l'agro, vous pouvez éventuellement être concerné. Alors, si ce sujet vous intéresse, ça devrait faire l'objet d'un webinaire particulier parce que c'est un sujet qui est vaste. Donc, du coup, aujourd'hui, en fait, on a fait des choix au niveau des thématiques qu'on va développer. La sinistralité, ben, on vient d'en parler et on va vous faire un zoom sur 3 sujets en particulier. La sécurisation des racks, la conduite des engins avec tout ce qui est problématique d'autorisation de conduite et la sécurisation des quais, sachant qu'on vous mettra en fin de diaporama un certain nombre de documents en lien à disposition pour aller plus loin. Et d'autre part, au niveau de la charge physique des préparateurs de commandes, ça pourrait être aussi un sujet qui pourrait vous intéresser. Ça, on vous le proposera lors d'un prochain webinaire qu'il faudra qu'on programme. Donc voilà. Alors moi, j'attaque sur la sécurisation des racks. Donc, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des racks? Il peut y avoir en premier lieu des chutes. Ça, c'est quand même heureusement si on peut dire, le plus fréquent, c'est des chutes de charge à partir du rack. Pourquoi je dis heureusement? Parce que je vais vous faire voir un petit film qui est disponible, vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est quoi un écroulement de rack? Et ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc vous voyez là le chariot qui arrive. Il y a une allée de circulation un peu encombrée. Il essaye de passer. Et voilà, ça n'est pas un montage, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Là, en l'occurrence, le chauffeur du chariot, il semblerait, aux informations que j'ai eues, c'est une vidéo qui est ancienne, il s'en est sorti. Mais vous voyez ce que ça peut donner un écroulement de rack. Et d'anciens logisticiens avec lesquels j'en avais discuté disaient, mais c'est vraiment ça, quoi, en fait. Hein. C'est pas une petite partie du rack qui va tomber, ça peut être beaucoup plus dramatique et un entrepôt entier qui peut y passer. Donc là, en matière de mesures de prévention, c'est quelque chose, c'est des accidents qu'on avait beaucoup dans les années, il y a plus de 20 ans, donc il y a une brochure qui a été éditée à cette époque-là, que je vous invite à aller compulser en la téléchargeant. Donc juste les points principaux que nous, généralement, on regarde quand on va en entrepôt. Là, les 2 photos de gauche, la protection des pieds de rack
que ce soit en bout de rack ou sur chacune des montants des racks, en faisant bien attention évidemment qu'ils soient en bon état, splittés au sol. On a des fois des surprises. Vous avez les clavettes de sécurité au niveau de chacune des lisses. C'est le petit schéma que vous voyez au centre. Et là, ces clavettes, en fait, elles ont un intérêt, c'est si votre cariste tape dans la lisse, ça peut arriver, ça évitera en fait que la lisse soit remonte ou redescende. Et donc, c'est essentiel qu'elle soit présente. D'autre part, dès lors qu'on peut avoir un piéton qui passe sous un rack, il est vraiment impératif qu'il y ait des caillebotis. Donc là, on en a sous les voies de passage ou sous une zone de picking. Et également, on peut citer aussi dès lors qu'on a du stockage sur des palettes perdues, c'est essentiel. Une photo également, c'est la protection des racks en arrière de rack, dès lors qu'on a des racks qui ne sont pas adossés deux à deux pour éviter une chute à l'arrière. Et bien évidemment, un rack, ça a une certaine capacité de charge qu'il faut connaître et qu'il faut respecter. Donc ça, c'est les préconisations les plus fréquentes et les plus importantes qu'on peut donner. Pour autant, on n'oublie pas que au niveau de ces racks, justement, il faut qu'il y ait un éclairage suffisant et un dégagement des voies de circulation. Donc, c'est tout ce qui est plan de circulation qui va aller avec. Ce qui est impératif, c'est la maintenance en cas de choc. Dès lors que on a un rack qui est endommagé, il faut condamner la zone. Pour ça, les vérifications visuelles fréquentes sont nécessaires. Je vous ai mis quelques exemples. Un pied de rack qui est endommagé, une lisse qui fait un petit peu le ventre là parce qu'il y a eu un choc ou des contreforts de lisse qui ont pu être endommagés et on en voit encore relativement fréquemment. La chose à savoir, c'est qu'il y a une vérification au moins annuelle par une personne compétente ou un organisme de contrôle qui est préconisé. Nous, on tend à plutôt demander l'organisme de contrôle parce qu'au moins vous avez une certaine certitude de ce qui est inspecté. Et bien évidemment, ça va avec la formation des caristes de manière à ce qu'il n'y ait pas de choc contre les racks. Alors, ça va faire justement un passage vers le sujet suivant, mais éventuellement, peut-être, Stéphanie, as-tu des questions Il y a une question qui vient juste d'arriver justement. Les caillebotis ne sont pas obligatoires sur l'ensemble du rack, mais uniquement au-dessus des voies de circulation. Alors nous, dès lors qu'il y a des palettes perdues, on dit qu'il faut du caillebotis ou ou assimilé de partout. Par contre, si c'est des palettes de bonne qualité, on préconise que ça soit à minima au-dessus des zones où il peut y avoir un passage piéton. Et on n'oublie pas la zone de picking parce que c'est bien un passage piéton, même si la personne n'est pas censée être vraiment rentrée sous le rack. Quand on va piocher en fond de palette, on peut s'y retrouver. Donc, c'est essentiel que la personne ne se prenne pas la charge sur la tête. Donc, voilà. OK. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au message suivant. C'est sur la conduite d'engin et tout ce qui est formation, autorisation. Et donc, Sandrine, je te laisse prendre la main. On va revenir un petit peu en arrière avant de parler de la conduite d'engin. Que dit le Code du travail? Ben ouais, le Code du travail, il dit que l'employeur, pour tout équipement de travail, doit informer de manière appropriée ses salariés qui vont utiliser ou faire la maintenance des équipements de travail. Eh ben, il va l'informer de quoi? Ben, des conditions d'utilisation ou de maintenance, de diverses instructions ou consignes qu'il doit mettre en œuvre, de la conduite, effectivement, qu'on peut avoir si on a eu des problématiques anormales. Et puis, en conclusion, quand on a fait un REX d'une situation qui vient d'arriver, eh ben, c'est surtout de faire des consignes pour éviter le risque, le supprimer lorsque on a un équipement de travail.
Pourquoi je vous ramène au niveau 1? Parce que les équipements de travail mobiles et servant au levage, c'est le niveau 2. Le Code du travail, il vous dit qu'il y a une formation adéquate à faire qui est réservée aux travailleurs, que cette formation, elle doit être réactualisée autant de fois que nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire qu'une fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que quand on va changer un petit peu le sens de circulation, quand on va mettre un stockage à un moment donné, quand on change de chariot, quand on fait plein de choses, il faut que la formation soit réactualisée. Et puis derrière, on va aller sur les autorisations de conduite, mais pas que, puisqu'on a parlé beaucoup du CACES. Et le CACES, quelque part, il y a maintenant 8 catégories d'équipements de travail de levage qui sont CACES. Et vous allez voir que ce n'est pas rien, CACES, parce que ça vous permet de justifier beaucoup de choses quand vous faites passer les CACES. Une petite synthèse, parce qu'on parle beaucoup d'équipements de travail, je vous ai fait une petite synthèse. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'INRS d'ailleurs. Vous avez ce niveau 1 qui est en vert, où on voit une jolie bétonnière, etc. Ce niveau 1, c'est de ce qu'on appelle la formation. C'est tous les équipements de travail. Alors, effectivement, vous voyez une jolie toupie. On ne parle pas de comment on conduit la toupie, mais plutôt comment on utilise l'engin. Derrière, vous avez le niveau 2 qui commencent à être des automoteurs et des levages, où vous avez des conduites à faire et des formations pour tout ce qui est appareil. Pour les paysagistes, par exemple, ils vont faire une formation à la conduite, logiquement, d'une tondeuse. Et puis après, vous avez le niveau 3 qui comporte donc tous les transpalettes qui ne vont pas avoir de levage. Là, il faut que vous ayez des autorisations, des formations. Et derrière, vous avez tous les autres où vous allez avoir des autorisations de conduite. Et certains font partie des familles de CACES. On a essayé, l'INRS a essayé de vous faire quelque chose qui peut rassembler un petit peu tous les équipements de travail. Quelles conditions on va mettre pour les CACES? Les CACES, il y a une formation adaptée, spécifique. Et cette formation adaptée, spécifique, elle n'est peut-être pas forcément que le CACES, que l'organisme qui va faire le CACES. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'il sache ce qui se passe dans l'entreprise et pas seulement la formation au CACES. Il faut que vous ayez une aptitude médicale à la conduite de l'équipement. Donc, moi, je dirais que vous devez informer le médecin du travail sur l'engin qui va conduire, quel est le type de chariot, et puis quel est le CACES qui va passer. Le médecin du travail, il ne peut pas deviner, hein. Donc il va falloir lui donner. Et derrière, en fait, vous allez avoir des connaissances sur comment on conduit le chariot. Et derrière, et ça c'est vraiment l'organisme de formation qui va vous le faire, hein, cette troisième partie, derrière, c'est suspensif à la réussite de l'épreuve théorique et pratique. Mais pas que. Souvent, les entreprises, elles ont tendance à s'arrêter là. Mais en fait, quand vous avez passé le CACES, il faut aussi que votre salarié, il sache quelles sont les voies de circulation, où je vais aller, donc ma connaissance des lieux et des instructions à respecter. Si je n'ai pas le droit d'aller à un endroit, si je ne dois pas faire ça, il faut qu'il le sache. Donc ça, l'employeur doit s'assurer qu'il a connaissance des lieux et des instructions qu'il doit absolument respecter. Et seulement après, l'employeur peut délivrer l'autorisation de conduite liée au CACES. Donc, la formation à la conduite, elle demande à avoir des connaissances et du savoir-faire. C'est d'apporter au conducteur les connaissances à la conduite, mais en situation réelle de travail. C'est-à-dire que
Quand il fait cette formation, il va utiliser un chariot en théorie avec l'organisme de formation, mais en situation réelle de travail, il ne va pas rencontrer forcément, à moins que vous ayez un organisme qui vienne directement sur le lieu de travail et qui fasse la formation sur le lieu de travail, j'en connais pas beaucoup, eh bien, théoriquement, il va faire sa formation dans un lieu qui ne sera pas du tout celui dans lequel il va conduire l'engin. Donc, il faut vraiment que ça, vous vous assuriez qu'il ait véritablement ses compétences à la situation réelle de travail. Derrière, ben, on en a parlé dans la slide d'avant, c'est qu'il faut qu'il apprenne à conduire en sécurité, qu'il ait les informations nécessaires de faire un petit peu de maintenance et de vérifier son engin, qu'il ait les moyens de maîtriser son engin. Il y a deux petites choses que souvent les entreprises ont un peu du mal, c'est entre un salarié d'une entreprise extérieure et un salarié d'une entreprise temporaire. L'entreprise extérieure, c'est l'employeur qui est responsable de la formation, qui fait passer la formation, qui délivre son autorisation de conduite. Mais ce qui n'empêche pas que lorsque vous allez confier un chariot au salarié, vous allez vérifier qu'il a quand même le CACES pour cet engin-là et qui va connaître les lieux sur lesquels il va intervenir. Et ça fait partie du plan de prévention. Vous allez quand même remettre les choses dans le plan de prévention. Le salarié d'entreprise de travail temporaire, lui, c'est l'entreprise de travail temporaire qui souvent fait passer le CACES. Donc, en fait, vous allez avoir un salarié qui va arriver avec un CACES pour un engin que vous avez au sein de votre entreprise. Mais derrière l'autorisation de conduite, c'est l'employeur de la plateforme, si on reste sur la plateforme logistique. Pourquoi? Parce qu'il doit informer des plans de circulation, des instructions particulières, et seulement après cette formation au lieu et à toutes les instructions qui pourra délivrer l'autorisation de conduite. C'est deux choses un petit peu différentes. Alors ça, on l'a un peu fait, c'est un schéma de synthèse de tout ce que je vous ai dit avant. Ça permet de voir un peu les choses. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication puisque je viens de vous la donner. La seule chose que je pourrais vous donner comme information, on parle d'engin. L'engin, logiquement, quand vous avez deux fourches, c'est une chose. Si vous rajoutez d'autres choses, si vous modifiez, vous enlevez les fourches, vous modifiez autre chose, attention à vérifier que votre chariot est bien en capacité d'avoir, par exemple, une pince à la place des fourches. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans la notice d'instruction du fabricant, vérifier que le chariot peut supporter une pince au lieu de deux fourches. Et puis, il y a plein d'autres choses à faire derrière, puisque c'est une modification de chariot. C'est une modification machine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller dans les caractéristiques du chariot, poser la question au fabricant et reprendre le calcul des charges. D'accord? On voit souvent en entreprise un chariot qui a été modifié en enlevant les fourches et en mettant autre chose. Mais logiquement, ça ne se fait pas comme ça. D'accord? J'ai souvent la question aussi de est-ce que le CACES est obligatoire au sens réglementaire? Je pourrais vous dire non, mais s'il arrive quoi que ce soit, on va vous demander tout ce qui est dans le CACES. Donc forcément, à un moment donné, il est peut-être préférable d'aller sur le CACES.
Pour nous, je vous dirais qu'on est plutôt dans le CACES. Je vous ai mis la nouvelle réglementation aussi, la nouvelle recommandation R485, avec les 2 catégories de tire-pales. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'y avait pas de recommandation. Et derrière, à un moment donné, il fallait quelque part en faire. Vous avez différentes catégories. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. C'est bien de l'avoir fait. La suivante, Christine. Alors, c'est en synthèse, c'est surtout qu'on a voulu vous mettre quelque part les vérifications réglementaires et les autorisations UCACES dans la même slide. Alors, là, vous avez les différentes catégories, en sachant que vous avez les tire-pales manuels qui, en règle générale, font partie d'appareils qui ne sont pas considérés comme un appareil de levage puisqu'ils servent juste à décoller la charge. Il ne faut pas oublier qu'il y a une obligation de maintien en état du tire-pale manuel. Et après, vous avez dedans la vérification générale périodique qu'il faut faire. La VGP, elle est bien sûr obligatoire tous les 6 mois pour les engins équipés pour le levage. Donc là, on vous a remis les recommandations qui sont attrait à chaque catégorie, avec soit il y a la VGP ou pas, les maintiens en l'état ou pas. Ok. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans le fil de Oui, il y a discussion? une petite remarque Oui. par rapport aux entreprises extérieures. Si tu peux nous préciser justement ce que doit fournir l'employeur de l'entreprise extérieure ou ce qui doit être précisé au niveau du plan de prévention. Pour préciser, en fait, le plan de prévention, il faut qu'en fait, il est… alors, l'entreprise extérieure est responsable de la formation et de la délivrance de son autorisation de conduite. Doit s'assurer de son aptitude médicale, puisque c'est lui qui fait passer le CACES, de la formation du conducteur. Mais l'autorisation de conduite, c'est l'entreprise extérieure, puisque c'est l'employeur. Mais derrière, il faut que l'entreprise utilisatrice, donc l'entreprise qui va avoir le salarié, elle doit aussi lui faire une formation, lui expliquant les circulations et tout ce qu'il y a autour. Voyez? Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Et dans le plan de prévention, en fait, c'est toutes les instructions à respecter sur site, les plans de circulation, les difficultés qu'il peut y avoir, les zones où il ne doit pas aller, etc. Tout doit être spécifié sur le plan de prévention. Est-ce que je me suis fait comprendre ou pas? Oui, je pense. Il y a également une question par rapport à l'utilisation des transpalettes électriques. Est-ce qu'il y a besoin quelle formation a-t-il besoin? Transpalette électrique, ben, ça dépend de s'il lève ou pas. S'il fait que décoller la charge ou pas. La recommandation alors, que je vous ai mise, vous avez des transpalettes électriques qui ne décollent pas la charge, qui ne fait que décoller la palette pour pouvoir avancer. Et dans ce cas-là, en fait, c'est la formation de base quoi, pour tous les autres. Voilà, et après, si vous décollez la palette, si vous montez la palette, là, vous avez une recommandation R485. Ok. Et puis, on a quelqu'un qui pose une question sur est-ce que la VGP, donc VGP, c'est vérification périodique, je pense, obligatoire pour les transpalettes manuelles et électriques. Je n'ai pas compris la question. Alors, si vous pouvez peut-être ouvrir votre micro. Est-ce que les vérifications générales périodiques, elles sont applicables aux transpalettes manuelles et électriques? Logiquement, c'est dès le moment où l'engin est équipé pour un levage autre que le décollement
de la palette du sol, qui est la VGP est obligatoire. Là, sinon, on fait une vérification de l'état et on reprend en fait de manière à ce que, je rappelle quand même que l'équipement de travail, il doit toujours être maintenu en état. Donc, il faut quand même faire des vérifications de l'équipement de travail. On revient à mon niveau 1 avant. Hein. Et là, si on regarde le schéma, effectivement, vérification réglementaire, oui, pour les engins où il y a du levage, c'est le deuxième sur la Exactement. gauche, là. Mmh. Et autrement, c'est juste vérification vis-à-vis des principes généraux de prévention. Exactement. OK. Et puis, une dernière précision, on revient sur l'entreprise utilisatrice. Ce n'est pas à elle de vérifier le CACES de l'intervenant extérieur. Ah non, non. Voilà. Elle D'accord. doit faire la formation sur site. Sur site de l'utilisation. OK. Elle peut très bien s'assurer qu'il a quand même le CACES. Il n'y a rien qui l'en empêche. Oui, bien sûr. Moi, quand je vais dans une entreprise, je demande à vérifier qu'ils ont bien le CACES. Et bon. Je me permets d'intervenir, Christelle Ferret, pour répondre à la question. Moi, j'ai souvent fait en sorte que les documents, dans le plan de prévention, on demande et on prévient l'entreprise extérieure que pour nous fournir les autorisations de conduite, Bien il nous sûr. faut en parallèle à minima le CACES, l'aptitude médicale. Ça reste un document qui est propre à l'entreprise extérieure, mais ça permet de Et qui- sécuriser encore plus le fait que les gens qui vont travailler chez nous, ils ont bien l'information. Bien sûr. Ça permet d'être clair sur le plan de prévention et c'est souvent des négociations avant de terminer le plan de prévention. Et puis effectivement, je vous rejoins sur le fait que l'aptitude médicale, logiquement, s'il a le CACES, elle est déjà passée. Et puis c'est un document qui est confidentiel, donc vous ne pouvez pas le demander. Mais voilà, vous avez toute autorisation de demander à avoir le CACES, à voir le CACES, à être sûr qu'il a, surtout qu'en plus, il va intervenir sur des lieux qu'il a moins de connaissances. Donc, je pense que c'est important. Oui, Excusez-moi, je me permets de prendre la parole, c'est pas évident allez-y. par message sur ce sujet parce que en fait, j'avais eu des versions un peu différentes. Auparavant, j'ai eu l'occasion d'être préventeur sur les chantiers de BTP, donc c'était mon quotidien de demander ce genre de documents aux entreprises extérieures. Et puis, pour avoir suivi la formation de coordonnateur SPS un peu plus tard, l'approche était complètement différente. On m'a exposé un argument qui avait du sens, c'était de dire que finalement, c'est pas l'entreprise utilisatrice qui est responsable. Il est vrai, comme vous l'avez décrit juste avant, hein, c'est l'employeur qui doit s'assurer de la bonne compétence et de l'aptitude médicale de ses salariés. Et d'autant plus que l'entreprise utilisatrice, finalement, donc, étant donné qu'elle n'a pas cette responsabilité-là directe, en tout cas, et elle ne peut pas aussi se positionner sur la véracité des documents qui sont transmis. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait me transmettre, moi, des CACES, et pour en avoir vu des fois qui ne ressemblent à rien, on ne sait même pas quel est l'organisme de formation, enfin, on nous transmet tout et n'importe quoi. Autant c'est info, et là, moi, finalement, je me base sur un document pensant que c'est le justificatif idéal qui démontre de la compétence de l'entreprise extérieure, alors que ça repose sur finalement pas grand-chose. L'argument qui m'était aussi présenté, c'était de dire que ce qui était le document le plus intéressant à avoir, c'était une attestation finalement de l'employeur qui mentionnait, qui s'engageait à ce que le personnel mobilisé était compétent et apte. Et c'est l'employeur qui, là, finalement, fait appel à sa responsabilité. Et quelque Et part, ça c'est une repose pas autorisation sur, de conduite. Oui, oui, voilà. Non, mais en fait, la différence, c'est que souvent, en tant qu'entreprise utilisatrice, nous, on est amené à faire ça un peu mécaniquement parce qu'on se dit, lors d'un PDP, donnez-moi tous vos papiers. Bon, déjà, en termes de RGPD, ça commence à être un peu limite. Et puis, sur le point de vue médical aussi, il y a des choses qui sont confidentielles. Donc là, on se met un petit peu en porte-à-faux. Et en plus de ça, finalement, en termes voilà, de véracité, c'est aussi, ça montre un petit peu ses limites. Donc,
Voilà, je veux juste Alors, partager cette expérience-là et oui, avoir votre vous avis savez, aussi là-dessus. il y a de tout, on va dire. Mais je dirais que l'employeur, il vous fournit par exemple, vous lui demandez un document qui s'appelle le CACES, il vous fournit un faux, il engage sa responsabilité sa s'il arrive quoi que ce responsabilité. soit. Bien sûr. Enfin, franchement, je ne sais pas si on est encore dans le. Alors, on voit beaucoup de choses tous les jours, mais là, c'est vraiment, je fais du faux, je fais n'importe quoi. Enfin, même moi, des fois, je vois pas le mal partout. Donc, je me dis que souvent, ce que je rencontre, c'est de la méconnaissance plutôt que du faux. Oui, vous aurez tout, mais là, franchement, s'il vous fournit un document qui est un faux CACES, c'est quand même risqué, quoi. Non? Vous trouvez Oui, pas? c'est complètement. Je défends pas du tout ces pratiques-là, hein, Non, mais non, c'est juste, mais finalement, je enfin, me dis pour éviter que l'entreprise utilisatrice soit positionnée comme le vérificateur de tout le dossier de l'intervenant extérieur. Finalement, enfin, la parade que moi j'avais trouvée, c'était, et qu'on retrouve sur d'autres sites industriels, c'est finalement comme des carnets d'accès où on demande à l'intervenant, donc des fois ce qu'on peut faire, c'est l'intégrer au PDP, les formations, mais juste l'intitulé, les dates de validité, et étant donné qu'il signe le PDP, d'une certaine manière, il s'engage, finalement, il se oui, porte vous garant dites, de ces il va me faire informations-là. une attestation comme quoi il a bien le CACES. Enfin, vous savez, si celui qui vous fournit des faux CACES, bon, il est plus à ça près de vous faire une Oui, faire attestation l'attestation. Ouais. sur ces faux CACES. Ouais. Enfin, franchement, Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, de toute Mm. façon, tout l'intérêt, c'est de pouvoir le discuter dans le cadre du plan de prévention et que ça puisse être c'est ça traité qui est important en fait, en donnant toutes entre les vous, en fait. informations pour que derrière, je dirais entre guillemets, la coactivité entre tout le monde, elle se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident grave, voire mortel sur le sujet. Donc, on est plutôt dans ce genre de choses. Mais j'entends, hein, et voilà, je pense que tout peut se passer n'importe quand, n'importe où. On passe à notre troisième partie sur les quais. Donc Flora, qui va intervenir sur la sécurisation des quais. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va retrouver en fait au niveau des risques de quai, c'est ce qu'a montré Christine tout à l'heure. Les départs intempestifs avec le chariot qui peut tomber quand il est en train de circuler, de faire un transbordement. Donc, transbordement, c'est les opérations de chargement et déchargement. C'est les deux en même temps, hein. On va avoir le risque de chute d'un chariot depuis un quai, puisqu'il y a une dénivellation. Donc, si il n'y a pas de protection, que le quai est ouvert, le chariot peut tomber tout seul. On va avoir les problématiques où vous avez la semis qui va écraser le piéton qui est soit au niveau de la porte de quai, soit au niveau du bas du quai. Et puis, entre les deux camions aussi, on peut avoir, en cas de mouvement de manœuvre d'un des deux camions, un écrasement d'un piéton. Donc, ce qu'on va retrouver classiquement dans les quais, alors là, ce qu'on va vous présenter, c'est quelques points clés qui permettent la sécurisation des quais. C'est absolument pas l'ensemble des points clés et des bonnes pratiques. Vous retrouverez l'ensemble dans une brochure INRS. On vous a mis les liens, les références à la suite du diaporama. Donc, c'est uniquement quelques points clés. Donc, on voit un quai depuis l'extérieur. On va passer en revue quelques points importants. Il y a d'abord tout ce qui est éclairage des quais. Il faut que les éclairages soient adaptés et appropriés à la situation. Alors, en journée, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, dès qu'on va avoir un peu de pénombre ou alors dès qu'on va se retrouver la nuit, par exemple, on peut avoir une perte de visibilité. Et on va avoir donc des zones qui ne pourront pas être vérifiées au niveau de l'angle de vue ou de la vue du conducteur, avec un risque d'écrasement ou un risque de heurt
de votre matériel. Donc l'éclairage de la zone de recul et de la cour camion est très important pour éviter la dégradation de matériel et l'écrasement d'un piéton qui peut passer à ce moment-là. On va avoir le tunnel de transbordement qu'on peut appeler aussi des fois sas d'étanchéité. Alors ça, c'est intéressant puisque ça permet de réduire les conditions climatiques qui peuvent être pénibles, la pluie, le vent, donc ça facilite dans les opérations de transbordement, mais aussi pour les gens qui sont sur la dalle. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va limiter en fait les infiltrations d'eau quand il pleut et que vous êtes en opération de transbordement sur un quai classique. La pluie peut rentrer sur le quai et ce qui va entraîner un sol mouillé avec un risque de chute. Donc ces sas-là vont permettre d'éviter ces risques de chute. Ensuite, on va avoir les chasse-roues, les guide-roues. Alors, eux, ils sont importants parce qu'ils vont permettre la mise à quai des camions. Quand ils vont se mettre à quai, ils vont pouvoir suivre les lignes au sol, mais aussi les guide-roues pour bien se situer. Et ça va permettre d'assurer l'espace de sauvegarde de 1 mètre, 1 mètre 10 entre deux camions. Cet espace de sauvegarde, il est important pour éviter l'écrasement de piétons. Quand vous avez, par exemple, un chauffeur qui est à l'arrière de sa remorque parce qu'il ouvre ou il ferme des portes pendant qu'un camion à côté va manœuvrer, ça permet à cette personne d'être en sécurité avec la manœuvre à côté. Et puis, on va voir, alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail derrière, c'est les dispositifs de maintien des véhicules à quai, les dispositifs soit de type calage, soit de type blocage. Ces deux grands dispositifs qui existent et qui vont permettre d'éviter ou de réduire, on ne peut pas toujours éviter, les départs intempestifs des camions. Enfin, la voie piéton, donc là, il est important de la tracer pour bien préciser aux piétons qui ne sont censés être que les chauffeurs des camions quand on est organisé correctement. L'objectif, c'est d'avoir le moins possible de piétons dans une cour camion. Donc, ça va le montrer par où il faut circuler pour se rendre soit à leur cabine de conduite, soit à l'entrée de l'entrepôt, à l'espace accueil chauffeur. Et elle doit être tracée devant les cabines des véhicules. Elle doit être tracée à une distance de 2 mètres. Cette distance de 2 mètres va permettre à un chauffeur qui est à l'intérieur de la cabine de voir le piéton passer. Si vous avez la voie piéton qui est à ras du véhicule, les cabines sont suffisamment hautes pour qu'on ne voit pas les piétons passer. On va passer sur l'aspect quai à proprement parler. Alors, le premier des points qui est important, ça va être ce qu'on appelle le butoir de 50. Donc, les butoirs, vous en avez souvent. Ça permet d'éviter aux camions d'aller taper dans le bâti et abîmer le bâti. On va retrouver plus souvent des butoirs de 10 à 20 cm. 50 cm, c'est la profondeur qui va permettre de créer un espace de sauvegarde. Cet espace de sauvegarde, en fait, va faire que si le camion recule, il ne peut pas écraser ou d'avoir d'atteinte vitale à une personne qui est placée derrière entre le camion et le quai. Alors, le problème des butoirs de 50, c'est que pour être mis en place, il faut un niveleur de 2,20 m de large. Sinon, on va créer une zone de vide avec un risque de chute de quai. Donc, le butoir de 50, c'est pas j'ai des butoirs de 20 et je mets des 50 à la place. C'est si je veux les mettre en place, il va falloir que je rénove mes quais et soit je mets une extension qui me permet d'avoir le niveleur et le butoir de 50, soit il va falloir, hélas, casser la dalle pour élargir le quai et permettre le niveleur de 2,20 m et donc le butoir de 50. On va retrouver aussi sur des quais, alors la porte sectionnelle, c'est un classique que vous connaissez. Nous, on préconise qu'il y ait un hublot, voire un bandeau. Ça, c'est un point important parce que ça va permettre d'une part un apport de lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est important parce que ça va permettre de faciliter aussi l'éclairage, mais ça va permettre pour les préparateurs qui sont à l'intérieur du bâtiment d'avoir une prise d'information extérieure.
première prise d'information extérieure, est-ce que derrière la porte du quai, il y a un camion ou pas? Ça, c'est important. Mais aussi d'avoir la visibilité du temps qui fait, du temps qui passe. Hein. Quand vous êtes enfermé toute la journée dans un entrepôt et que vous n'avez pas de fenêtre, c'est important de pouvoir avoir un visuel vers l'extérieur et de faire des accommodations, vision de près, vision de loin, pour éviter aussi la fatigue oculaire. On va retrouver en lien avec les dispositifs de calage-blocage et d'autorisation de départ du véhicule des feux qui vont vous permettre de dire « Ok, le camion peut ou ne peut pas partir ». Donc feu vert, le camion peut partir, ça veut dire que la porte de quai est fermée, le niveleur est replié, le camion est libéré par le dispositif de calage ou de blocage. Feu rouge, ça veut dire qu'un des états n'est pas bon. Et puis, on va trouver aussi quelque chose de pratique, c'est les bandes réfléchissantes. Donc, celles-là, elles vont permettre d'aider la mise à quai du camion de nuit, puisqu'il va pouvoir voir, lorsqu'il recule dans son rétroviseur, les bandes et donc s'aider à mieux manœuvrer. On va passer côté intérieur de l'entrepôt. Donc, on voit cette même porte de quai de l'autre côté. On va retrouver un dispositif, alors qu'on ne voit pas forcément très bien, qui est l'éclairage au niveau de la porte de quai. Il va permettre en fait d'éclairer l'intérieur du camion et de réduire les contrastes lumineux et les temps d'adaptation qui sont nécessaires au préparateur de commande ou à la personne qui vient charger ou décharger le camion, puisque quand vous avez un entrepôt qui est lumineux et un camion qui est sombre, bah, pendant un petit moment, on n'y voit plus rien du tout. Alors que là, comme c'est éclairé à l'intérieur, la pupille s'adapte tout de suite et rend plus efficace l'opération de transbordement. On va retrouver les dispositifs lumineux et sonores qui vont permettre d'actionner ou de valider le dispositif de calage et blocage et l'information des voyants comme on a de l'autre côté de la porte de quai. Ils permettent aussi d'actionner le niveleur. Ensuite, on va avoir des protections physiques au niveau de la porte de quai, donc qui vont éviter en cas de heurt d'engin que les portes de quai soient abîmées. Et le bandeau, alors tout à l'heure, c'était un petit hublot. Là, on a quelque chose de beaucoup mieux qui est un bandeau complet. Vous voyez, l'intérieur de l'entrepôt est très clair. Alors, oui, c'est un entrepôt plutôt récent. Il est peint à l'intérieur en blanc, tout le bac acier, tout le bâtiment est peint en blanc pour augmenter la luminosité. Et les bandeaux lumineux un petit peu partout vont permettre d'avoir un vrai éclairage et un vrai confort visuel à l'intérieur de l'entrepôt. Ensuite, sur la partie niveleur, donc je vous disais les butoirs de 50. Les butoirs de 50, ils vous font un petit espace entre le niveleur et le camion qui, hélas, génère un risque de chute. Donc, il est impératif sur les butoirs de 50 de mettre en place des niveleurs, des barrières de sécurité qui vont empêcher la chute sur les côtés. Au niveau des niveleurs, il va exister plusieurs types. Les recommandations sont les niveleurs soit télescopiques, qui vont permettre la continuité donc, entre le quai et la remorque. Dans l'idéal, comme je vous disais, 2,20 m de large avec une lèvre mobile au minimum de 80 cm pour un quai équipé en butoir de 50 cm. Et les ponts de liaison relevables, donc là aussi qui aura le même effet que le niveleur télescopique, mais qui pourra ensuite en plus permettre d'éviter le risque de chute par un effet barrière une fois qu'il est relevé. Donc tout comme le télescopique, on est toujours à 2,20 m de large. Par contre, ce type de pont de liaison doit être mis en place quand il n'y a pas de compensation à faire entre la hauteur du camion et l'entrepôt. Sinon, c'est les lèvres télescopiques qu'il faut mettre en place. Voilà. Petit point sur le calage-blocage. Donc, le calage, c'est une solution de maintien du camion qui met en œuvre un dispositif qui va
éviter le glissement progressif du camion, les reculs qui sont répétés à chaque fois qu'on a des entrées-sorties avec des chariots automoteurs, et le déplacement du camion s'il y a rupture ou absence de frein de parc. Il n'est pas vraiment considéré comme une mesure adaptée au départ intempestif, puisque en général, les systèmes de calage peuvent être déplacés facilement. Donc le conducteur peut le déplacer. Il existe des capteurs de présence et des alarmes, mais qui peuvent facilement être neutralisés. On en a vu régulièrement. Et la cale peut être franchie en cas de départ volontaire du camion. Alors oui, c'est un départ volontaire. Involontairement, il va sentir tout de suite la cale et s'arrêter. Par contre, s'il force un peu, il va passer au-dessus. Voilà des systèmes de calage qu'on peut retrouver. Alors, vous avez un calage soit avec carrément du génie civil, où là, les cales, elles sont intégrées dans le sol. Elles vont se lever de manière automatique et permettre de bloquer les roues du camion. Alors ça, c'est le dispositif de calage, on va dire, le plus sécure qui soit, puisque c'est un dispositif électronique. Par contre, si on voit à côté un dispositif de calage fixé sur grille, donc là, la grille, on vient la splitter au sol. Donc, il n'y a pas de travaux de génie civil à faire. C'est vrai que c'est facile d'installation. Par contre, il est très facile de la chanter. On les a vus chanter, on vous a expliqué comment les chanter. Donc, il suffit que le chauffeur ne mette pas la cale correctement pour que on pense à l'intérieur, on ait l'information que la cale est bien mise, alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout en place et le camion peut partir quand il veut. Sur les dispositifs de blocage, là, on est vraiment sur une solution de maintien à quai du camion qui va permettre d'éviter les risques générés par un départ intempestif. Normalement, s'il est bien conçu, le conducteur ne peut pas retirer le dispositif de blocage. Hein, il vient se mettre alors soit en mode manuel, soit en mode automatique. Et une fois qu'il est installé, il ne vient plus bouger jusqu'à ce qu'on le libère. Il a des détecteurs en fait à l'arrière qui viennent bloquer la barre. Je ne sais pas si on la voit très bien, mais il y a une barre entre les deux essieux du camion, une grosse barre. Donc là, oui, c'est arrivé d'avoir des camions qui aient des départs intempestifs. Ils arrachent le système et au passage, ils abîment très très fortement un essieu. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement volontaire. Je vois ça du coup. Il y a quelqu'un qui... Oui, il y a quelqu'un qui a son micro. Donc, à privilégier le dispositif de blocage et comme les autres dispositifs, il peut être installé dans une cour camion sans forcément refaire le génie civil. Voilà, sachant qu'il existe de tous les prix. On a fait une petite étude avec mes collègues. Vous retrouvez à peu près le même prix pour un dispositif de blocage qui vient s'installer de manière manuelle que pour un dispositif de calage. Donc, éventuellement, alors, ce que je vous propose, je vous passe les dernières diapos et si vous avez des questions sur le calage, on y vient Voilà, juste après. Pour le moment, il n'y a pas de Parce que question. Voilà. Donc, pour aller plus loin au niveau de ces différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui, en fait, je vous ai récapitulé là les différentes brochures INRS qu'il est important de savoir. Alors, il y a les deux premières concernent la conception d'un bâtiment neuf, mais quoique au niveau de l'ED 6059, ça peut être aussi sur de la rénovation des quais. Vous avez la brochure INRS concernant les rayonnages métalliques et puis celle concernant toutes les grandes questions et réponses sur la formation, l'autorisation de conduite, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, le CACES, donc, qui est une Bible qui peut répondre à vraiment énormément de vos questions. D'autre part, on a des documents qui sont disponibles sur notre site internet. Là, par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, ben, on a différentes recommandations.
la R485, la R489 notamment. Vous retrouverez aussi notre outil d'évaluation logistique qu'on a travaillé lors du programme précédent, qu'on a réactualisé et qui peut être une aide pour se situer en matière d'organisation de la prévention sur un entrepôt logistique. Et donc le lien vers notre site internet. Et d'autre part, il y a d'autres sites internet qui sont à disposition, qui peuvent être intéressants pour vous, et notamment en matière de conception. Agrobat, l'effet prévention qui a été produit par nos collègues de la CARSAT Aquitaine, ou Mavimplan sur le site de l'INRS. Donc, tu disais, Stéphanie, qu'il n'y a pas de questions particulières? Alors, il y en a une qui vient d'arriver, qui est repréciser le dispositif de blocage manuel, est-ce qu'il peut être shunté? Alors, à ce jour, Flora, tu me contredis, à ce jour, je ne crois pas avoir vu de système de blocage qui était shunté, mais on a souvent, enfin, l'homme est inventif, donc peut-être que un jour on nous le démontrera. À ce jour, je n'ai pas connaissance de système blocage shunté. Alors, sur le principe, le shuntage est possible puisque il y a tous les shunts maintenance qui existent. Donc, je dirais que techniquement, oui, il est shuntable. Pour autant, vous reprenez une cale comme celle qu'on a montrée en photo avant, la petite orange. Vous la retournez, vous la mettez à l'envers face au sol. En fait, elle voit la présence, comme c'est un capteur optique, elle va voir la présence du camion. Pour shunter un système de blocage, même manuel, il faut un shunt, donc il faut démonter les pièces pour avoir un système, pour mettre en place le système de shunt. Après, si on force, on risque d'avoir une discordance qui va se voir au niveau de la porte et qui empêchera l'ouverture, mais on n'est plus du tout sur le même niveau. Donc oui, l'homme est inventif, oui, tout est shuntable. C'est le principe même de toute machine de pouvoir à un moment les shunter pour faire la maintenance dessus. Maintenant, il y a des niveaux d'utilisation corrects et incorrects qui ne sont pas les mêmes selon les équipements. Et puis effectivement, une remarque qui est bien vraie sur les difficultés d'avoir les visites médicales qui sont parfois en retard. Que fait-on pour des cassesses où on n'aurait pas d'avis médical? Alors, il y avait eu un positionnement pendant le Covid sur ces sujets-là, où il y avait il y avait eu à l'époque un maintien des avis d'aptitude pendant un certain temps. Il faut que ça reste raisonnable, bien évidemment. Après, je ne suis pas médecin, mais les vérifications du médecin par rapport à une aptitude médicale sur de la conduite d'engin, je ne sais pas si ça peut se faire en visio, j'en doute. Donc, c'est sûr que ça reste un souci, mais si c'est dépassé de quelques jours, ça peut s'entendre. L'important, ça sera pour vous de tracer que vous avez tout fait pour obtenir une visite médicale au niveau du service de santé. Je pense que ça, c'est important, parce que la vie d'aptitude médicale, elle est très importante. En l'occurrence, si vous avez des gens, d'ailleurs, dont l'aptitude évolue dans le temps, qui ont des problèmes d'équilibre, qui ont des problèmes de vue, etc., bien sûr qu'au niveau d'un cariste, ça a son importance sur la qualité de la conduite ultérieure, quoi. Donc, les risques étant sur des accidents graves, voire plus, je pense qu'il y a matière à insister. Donc, gardez bien les traces de votre demande de visite médicale. Ok, écoutez, on arrive au terme. Françoise, si tu veux conclure. Il y a une demande là sur l'asservissement entre le blocage et la porte. Alors, juste, il y a toujours un asservissement qui doit se faire entre le système, que ce soit calage ou blocage, et la porte, mais aussi le niveleur. Les trois doivent être absolument interconnectés.
Sinon, il n'y a pas d'efficacité ou dans ces cas-là, on met un panneau et une chaîne. Donc oui, il y a obligatoirement un servicement entre le système, la porte et le niveleur. Le système de blocage. Ok. Le stop camion, je ne sais plus lequel c'est. C'est pour la chaînette, le stop camion, c'est ça? C'était une blague? Oui, le système stop camion, enfin c'est la marque, mais le dispositif, c'est un mât qu'on met devant la cabine du camion, avec une platine au sol, une clé à récupérer qu'on s'échange entre le quai et le camion. C'est C'est ça. vraiment dissuasif. C'est très, oui, bien sûr, oui. Mais c'est une Oui. alternative qui est plutôt intéressante pour la mise en place sur un site. C'est contrairement aux bloqueurs qui sont effectivement des gros travaux et qui nécessitent un entretien de maintenance lourde. Le problème de ce système-là, c'est que ça ne cale pas et entre autres un camion qui bouge sous l'effet des allers-retours des chariots à l'intérieur, ben, il peut encore avancer. D'accord, ça donc, contribue cale pas au pas, ça calage. bloque pas. Non, Ouais. non, c'est juste un Ça dit anti-départ. juste, je dois pas Ouais. avancer. C'est exactement. Oui, et ça ne se voit pas de nuit parce qu'il n'y a pas encore l'éclairage sur les panneaux, donc ça ne fonctionne pas. Il faut s'assurer que le stop camion soit très bien entretenu pour avoir les mâts en permanence et pas mettre juste la petite plateforme. Alors moi, j'ai vu le cas par contre où c'était intéressant, c'est-à-dire qu'un dispositif, c'était pas un stop camion, mais sur le même principe, a été mis en place en complément d'un système de blocage. Qui permettait, en fait, s'il y avait le système de blocage qui était en défaut, en maintenance ou pour toute raison non opérationnelle, il y avait ce dispositif manuel qui pouvait servir et qui empêchait de condamner le quai. Mais c'était en fonctionnement mode dégradé. Oui, c'est ça. C'est marge dégradée sur le quai quand le système de blocage était non opérationnel. Ok, bah merci beaucoup aux questions et puis aux intervenantes. Françoise, si tu veux juste rajouter un mot pour conclure. Merci encore de votre intérêt toujours renouvelé, manifesté, aussi pour ce sujet. Du coup, on le remet le couvert à la rentrée. On va laisser passer l'été. Et du coup, on va vous retrouver, j'espère, le 13 septembre prochain avec un nouveau webinaire où on parlera des risques liés aux opérations de nettoyage et de désinfection, effectivement, activité très importante dans l'agroalimentaire. Voilà. Donc, vous rappelez que c'est enregistré, que vous pouvez vous connecter et puis n'hésitez pas à télécharger aussi les autres, à visionner et à télécharger les autres supports de présentation des webinaires. Et puis merci à tous et puis à très bientôt. merci à Bien tous. sûr et merci aux intervenantes pour la qualité de leurs propos. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.